La reprogrammation moteur pour haut compte, telle est la question, c'est le sujet du jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Comme pour la vidéo que je vous avais fait sur les filtres à air et qui avait ouvert le débat, on va ouvrir le débat par rapport à la reprogrammation moteur et en particulier le stage 1, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première modification que vous pouvez faire sur le moteur. Alors le stage 1, ça n'a rien à voir avec le stage emploi jeune ou un stage de formation ou quoi. C'est comme ça qu'on appelle les modifications sur la voiture et le chiffre. Plus le chiffre augmente, plus il y a de modifications et plus on s'éloigne de l'origine. Le stage 1, ça modifie uniquement le CU, c'est-à-dire l'ordinateur entre guillemets de la voiture, l'ordinateur qui gère les paramètres de la voiture et on joue sur ces paramètres-là. À partir du stage 2, on considère qu'il y a des modifications de pièces, on est dans quelque chose de plus important et dans quelque chose de plus onéreux. Le stage 1, vous en avez forcément entendu parler, il y a beaucoup de sociétés qui font ça s'est développé, ça s'est démocratisé, c'est quelque chose de très simple, de rapide, de peu onéreux, qui vous permet d'augmenter la puissance de la voiture. Ça permet également de modifier d'autres choses, mais le but principal, parce que ça permet de réduire la consommation, il y en a qui font des stages pour réduire la puissance de la voiture, c'est beaucoup plus rare quand vous trouvez une voiture trop performante. En général, le stage 1, c'est effectué pour augmenter la puissance de la voiture. Je vous donne un exemple. Cette Peugeot 208, on est à bord de la Peugeot 208, voilà. Petit coucher de soleil, ça va. Il ne fait pas 35 degrés, donc le téléphone ne surchauffe pas. Pour l'instant. Hein. Peut-être parler trop vite. Je vous prends l'exemple de cette Peugeot 208 qui développe 208 chevaux. Si je fais une reprogrammation, je peux par exemple obtenir 230 chevaux et augmenter le couple également. Ça dépend des sociétés, ça dépend des prestataires et ça dépend de la marge de sécurité qui va être considérée par le prestataire. Demain, je vais dans une société, il me dit on va sortir 320 chevaux. J'aurais trop peur que ça casse le moteur tout simplement. Et quand on vous promet trop de choses, c'est bizarre, c'est suspect. Une société qui vous propose peu, mais bien. Donc c'est une manipulation, vous l'aurez compris, électronique, informatique, qui permet de jouer sur les différents paramètres, l'admission, etc. Souvent, il y a des passages au banc qui sont effectués et vous voyez la différence entre l'origine. Il y a un passage au banc avant modification et puis par la suite pour voir la différence. Alors le problème de la reprogrammation, c'est que ça promet du bénéfice, mais qui dit bénéfice dit également risque. On modifie informatiquement la puissance, donc en clair, on va demander pour le même moteur, pour les mêmes pièces, de sortir plus de chevaux. Et je vous donne un exemple pour faire un parallèle. On va prendre vous qui êtes derrière l'écran. Si vous courez par exemple à 10 km/h, je dis des chiffres bateaux, si vous courez à 10 km/h, imaginez que vous êtes en train de courir, et imaginez qu'il y a une force qui vous pousse, on va dire tiens, imaginez que vous êtes connecté à l'ordinateur, on va dire tiens, on va le pousser à 20 km/h. Imaginez que d'un coup, votre corps est poussé à 20 km/h. Qu'est-ce qui va se passer? Qui dit effort supplémentaire dit également risque supplémentaire. Peut-être au-delà de vos capacités. Donc ça va peut-être tenir un temps, mais au bout d'un moment, il peut y avoir une défaillance dans le système. Que ce soit le cœur qui lâche, que ce soit une fracture, une chute, etc. Voilà, je pense que vous aurez compris l'exemple. C'est exactement pareil sur la voiture. Je veux que cette vidéo reste simple, mais si vous voulez du technique, il y a une excellente vidéo de voiture et ingénierie, une chaîne d'un ingénieur automobile qui fait des vidéos très techniques. Voilà, on est dans le détail. Je le salue. Donc il y a plusieurs écoles. Il y a les jeunes, les passionnés qui vont dire « je fais une reprogrammation à chaque fois sur chaque voiture, je n'ai jamais eu de soucis, etc. » Encore faut-il analyser le comportement du conducteur. Si vous roulez toujours comme un kéké, comme un malade, de toute façon, même si vous ne faites pas une reprogrammation, voilà, notamment les temps de chauffe, etc., c'est un autre débat, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a ceux qui sont toujours à fond, toujours nerveux, qui veulent faire une reprogrammation, qui s'en foutent. Il y a ceux qui veulent garder les voitures d'origine. Il y a ceux qui font des reprogrammations uniquement sur certaines voitures. Notamment, par exemple, une 208. La personne va dire, ouais, je fais une reprog. Maintenant, j'ai une 911 Turbo S. Je vais laisser d'origine. Je ne vais pas toucher. Vous voyez, ça aussi, c'est... Dans un sens, je comprends, mais dans un sens, c'est paradoxal. Parce que tu as peut-être plus de capacité, justement, à modifier la voiture. Mais tu ne vas pas le faire parce que c'est quand même quelque chose d'onéreux, etc. On ne prend pas de risque. Après, sur une petite voiture, bon, vous me direz, avec le THP, on peut faire une reprog au point où on en est, on peut tout casser, quoi. Hein, je veux dire, c'est sûr que bon, j'en suis pas un stage 1, un stage 2, un stage 3, on s'en fout. On peut considérer les choses comme ça. Sauf qu'il y en a qui vont dire, le THP, en phase 2, il est plus fiabilisé, donc je vais faire attention, etc., le surveiller. Dites-moi, quel est votre avis en commentaire? Quelles sont vos pratiques
par rapport au stage 1 à la reprogrammation, puisqu'il y a également les reprogrammations éthanol, etc. L'éthanol qui est considéré, qui est corrosif, enfin c'est pas considéré, mais qui est corrosif, certains vont vous dire non, ça risque rien. Ça risque rien. Ça risque rien. Et il y en a d'autres qui vont vous dire il y a des risques, je toucherai pas, je ferai jamais. Certains également qui vous disent, prenons l'exemple du THP, qui a été proposé en plusieurs puissances, 165 chevaux, 208 chevaux, 200 chevaux, etc. Et qui vont vous dire, par exemple, j'ai un THP 165 chevaux, il y a certains THP qui sortent de 108 chevaux, donc je vais reprogrammer le mien pour atteindre peut-être, espérer atteindre les 200 chevaux. Sauf que différence de puissance veut dire également différence de pièces dans le moteur. Vous vous doutez bien que les constructeurs s'amusent pas à proposer le même moteur avec des puissances différentes, par exemple un 165 chevaux beaucoup moins cher que le 208 chevaux, juste par plaisir. Si ils vous mettaient les mêmes pièces que dans le 208 chevaux, ça leur reviendrait beaucoup plus cher, ce serait plus onéreux pour eux. Et s'ils le proposent en 165 chevaux, c'est qu'il y a des pièces qui changent. Les pièces dans le moteur le moins puissant seront moins résistantes que dans le moteur le plus puissant, que ce soit au niveau du volant moteur, etc. Après, je suis pas un spécialiste, hein. Moi, je vous donne juste mon avis. J'ai jamais fait de reprogrammation moteur parce que moi, personnellement, j'ai toujours considéré acheter la voiture à la puissance. Si je veux plus puissant, j'achète plus puissant. C'est ma vision des choses. Je respecte ceux qui font des reprogrammations et je dis pas que j'en ferai jamais. Je suis pas fermé du tout à ça, d'autant plus quand c'est des reprogrammations légères, entre guillemets. Celui qui passe de 200 chevaux à 300 chevaux, c'est logique que la voiture, pour moi, elle tienne pas dans le temps. Donc après, voilà, propre à chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours été réticent, notamment, je pense à la BM, qui avait le fameux 6 cylindres en ligne. Elle était très puissante, je ressentais pas le besoin de faire un stage pour dire je vais pousser pour être dans le tuning. C'est une vision des choses. Voilà. Dit reprogrammation dit également changement de ligne, donc faire du bruit. Pourquoi vouloir péter plus haut que son cul? Je dis pas qu'une petite ligne sobre ça fait du bien, mais vous en avez certaines qui crachent, vous avez des diesels qui crachent comme pas possible, qui mettent des lignes qui font un boucan pas possible. Au bout d'un moment, quand c'est trop, faut arrêter. Voilà. Faire des petites modifications légères, un petit tuning sobre, pourquoi pas. Faire des modifications qui veulent vraiment faire trop par rapport à ce que propose la voiture, franchement, ça, je trouve que ça sert à rien. Mais c'est ma vision des choses. De toute façon, en général, ce n'est pas apprécié du grand public quand c'est beaucoup trop. Donc vous voulez peut-être être vu, être regardé, etc. ou simplement emmerder le monde. Mais des fois, c'est beaucoup trop. Voilà. Je prends l'exemple de cette 208. Niveau sonore, elle est très légère. Je la garderai, etc. Je ne sais pas si je vais la garder. Vous savez que je change tout le temps. Je suis un petit peu le Akram sans portefeuille, le Akram du CTLM. Voilà, on peut considérer les choses comme ça. Encore, je ne change pas à son rythme, mais bon, je change quand même souvent. Et cette 208, elle est très sobre au niveau sonore. Une petite ligne, ça serait bien. Une grosse ligne qui pète tout le temps, etc. Franchement, j'apprécierais pas du tout. Au niveau de la puissance, c'est très correct. 208 chevaux. Est-ce qu'elle les sort vraiment? Ça aussi, telle est la question. Même les passages au banc, on peut se poser la question de leur exactitude. Il y a toujours des marges dans les chiffres. C'est jamais les chiffres vraiment exacts. Les 208 chevaux, est-ce qu'elle les sort? Je ne pense pas, de toute manière. Mais en tout cas, c'est suffisant. Si je veux plus puissant, je prends plus puissant. Voilà, je vois pas l'intérêt. Après, je comprends parce que c'est une opération qui est pas vraiment onéreuse. C'est quand même un petit budget, ça dépend des sociétés, mais c'est quelque chose de facile. Donc, le passionné qui a un petit budget, qui a sa première sportive ou qui peu importe, qui achète une sportive et qui veut se faire plaisir, qui veut un petit peu plus de puissance, etc., c'est une manière facile d'obtenir plus de puissance. Bon, je comprends tout à fait ceux qui procèdent à cette modification. Après, sur le long terme, est-ce que ça ne va pas user prématurément certaines pièces du moteur? Telle est la question. C'est logique qu'on demande de pousser, c'est un ordinateur qui demande à un moteur de changer sa proposition. Donc vous vous doutez bien que le moteur, s'il a été conçu comme ça, s'il a été fait comme ça, il y a des ingénieurs derrière, c'est que il peut pas faire des miracles. Certains disent que les constructeurs ont des marges de sécurité et que le moteur ne sort jamais ce qui peut sortir. Alors c'est peut-être vrai, mais dans tous les cas, avant il y avait les rodages, etc. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est tellement précis que justement il y a peut-être moins de marge de manœuvre qu'avant. Avant, vu qu'on avait moins d'exactitude, on laissait des marges. Maintenant, vu que c'est plus précis, on laisse peut-être moins de marge. Je parle pour les constructeurs. S'il y a des fiches techniques, s'il y a des chiffres, s'il y a des cahiers des charges, etc.,
S'il y a des conceptions, il y a des ingénieurs, c'est pas pour rien. Alors, il y a un autre point qui peut être inquiétant par rapport à la reprogrammation, c'est l'assurance. L'assurance peut ne pas, ou en général, l'assurance ne prend pas en charge les voitures modifiées de ce type. Donc, en cas d'accident, vous avez un accrochage, c'est pas grave. Ils vont pas les chercher. Il fait pas 35 degrés, mais l'iPhone se coupe quand même, il est bouillant. Merci Apple. Le fait que l'assurance ne vous prenne plus en charge une fois que votre voiture, une fois qu'ils s'aperçoivent que votre voiture est reprogrammée. Alors, il y en a qui contactent leur assurance, qui disent qu'ils font les choses honnêtement. Je sais pas comment ça se passe. Je sais que dans tous les cas, pour moi, j'ai jamais entendu une assurance qui accepte la reprogrammation, etc. Un accrochage, c'est pas grave. Pour un accident grave, forcément, c'est grave. Parce qu'ils vont jouer sur ce fait-là, sur cet élément-là, pour ne pas vous indemniser. Donc, bonjour les emmerdes. Alors, déjà que c'est grave, mais alors là, voilà, c'est la petite goutte de merde qui fait déborder la cuvette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un point inquiétant et il y en a qui ne sont même pas au courant que l'assurance, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Après, c'est propre à chacun. Hein. Chacun a sa conscience. Après, au niveau du stage 2, etc., à la rigueur, je suis encore plus ouvert. C'est beaucoup plus onéreux. Mais il y a modification de pièces. Donc, vous mettez des pièces qui supportent les modifications, qui supportent la demande de puissance, les efforts supplémentaires, la chaleur qui augmente également dans le moteur. Si vous souhaitez des explications techniques, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Voiture et Ingénierie concernant la reprogrammation parce que c'est très très intéressant, c'est technique, c'est détaillé, c'est précis, il y a tout ce qu'il faut. Donc, et ça ouvre les yeux aussi sur quelque chose qui est démocratisé maintenant depuis plusieurs années, qui est banalisé justement, mais gardez en tête qu'il y a quand même des risques pour le moteur. Après, comme je dis, sur un THP, bon, au point où on en est, vous allez me dire, voilà. Mais c'est surtout, moi, le souci principal, c'est l'assurance, plus que le moteur, parce qu'après, je change tellement de voitures. Il y a également à la revente, faut le préciser. Hein. Demain, vous vendez la voiture, vous ne dites pas qu'elle est reprogrammée, la personne a un accident, ça peut vous retomber dessus. Voyez, il faut garder les pieds sur terre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout, c'était pour ouvrir le débat. Et j'attends vos commentaires, vos avis, vos retours, vos expériences. N'hésitez pas à me les partager, bonnes ou mauvaises, parce qu'il y en a qui auront peut-être eu aussi des mauvaises expériences avec certains prestataires. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire. Alors après, il y a un avantage, c'est que c'est réversible. Demain, vous en avez marre, vous pouvez remettre le système informatique d'origine. Donc ça, c'est quand même très pratique. Encore faut-il avoir aussi un bon prestataire, quelqu'un de très professionnel, parce qu'il y en a également qui font des trucs un peu à la bonne franquette, on va dire, artisanal. Donc, moi, j'en ai pas fait les frais, mais j'ai eu des retours d'expérience là-dessus. Il y en a qui vous font des trucs et qui limite après peuvent pas vous le remettre d'origine ou quoi, c'est une galère. Enfin, partagez-moi vos expériences, mais c'est quand même, c'est à la fois simple et délicat. Parler de CarPlay, on va rester dans l'iPhone. C'est un truc de fou. Il est 19h15. J'essaie de vous faire une petite vidéo sur le stage 1, la reprogrammation, que j'essaierai de vous sortir très rapidement. Mais c'est difficile parce que l'iPhone se coupe tout le temps. Il est bouillant alors qu'il fait bon. Mais ils l'ont conçu, les derniers iPhones, ils les ont conçus pour les Norvégiens ou quoi, le Apple? Franchement, au bout d'un moment, je veux dire, je veux bien qu'il chauffe un peu. Mais là, c'est abusé. C'est abusé. Ils l'ont conçu pour les gens du Nord. Les gens du Nord. Voilà, donc je vais partir habiter en Suède pour pouvoir vous faire des vidéos tranquillement. Ou alors je filmerai la nuit, je sais pas, mais au bout d'un moment, Apple, le prix des téléphones, il augmente, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais les fonctions de base, au final, elles sont même plus assurées, donc je ne sais pas où on va.